Est-ce qu'une image peut raconter ce que les mots ne peuvent pas exprimer? Après cet épisode, peut-être que tu te poseras la question à chaque fois que tu contempleras une photo. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et à travers ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles et des sujets passionnant. Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir le grand photographe Reza. Il est d'origine iranienne et vit maintenant en France depuis de nombreuses années. Pour son travail, il a voyagé dans les zones les plus sensibles du monde, notamment des zones de guerre, pour témoigner de l'humanité et de la vérité à travers ses photos. Ça a été un vrai plaisir de recevoir Reza qui s'exprime avec beaucoup de poésie, je trouve. Je dirais que cette conversation est de niveau intermédiaire à avancer. Si tu veux la suivre au mieux, je te conseille avant de télécharger gratuitement le PDF que je t'ai préparé. Tu peux le trouver grâce au lien en description. Dans ce PDF, tu retrouveras la transcription, le vocabulaire important de l'épisode et aussi un quiz de compréhension. Si tu as envie de progresser encore plus vite en français, tu peux te rendre sur mon site internet frenchmornings.com où tu trouveras tous mes cours de français de niveau débutant à avancé. Ils sont créés pour chaque niveau et t'emmèneront vers le niveau supérieur à chaque fois. Et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Reza, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Bonjour. Je vais peut-être vous laisser vous présenter pour les auditeurs du podcast qui ne vous connaîtraient pas. Je suis un homme qui regarde depuis mon enfance à Tabriz en Iran. À l'âge de 13 ans, j'ai voulu quelque part raconter le monde, l'histoire du monde, ce qui m'intéressait par la lumière. J'ai choisi la lumière. Quelque part, mon appareil photographique, c'est comme une plume lumineuse qui raconte la mémoire des peuples. Et c'est ainsi que je me suis mis à la photographie. Je suis architecte de formation, mais à un moment j'ai décidé complètement de quitter l'architecture pour la photographie. Certains écrivent le poème avec les mots, moi je choisis la lumière. Voilà. Et comme Rumi, le poète, philosophe, soufi, personne, il dit ce qu'on tu cherches, il te cherche aussi. Et donc moi, je cherchais toujours la vérité et la beauté dans le chaos du monde. Finalement, je pense que c'est la vérité qui m'a trouvé aussi. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un se présenter avec des paroles aussi belles. Je m'attendais pas à ça. Et donc vous avez quitté l'Iran assez jeune pour ensuite venir vivre en France. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça s'est passé et notamment votre rapport à la langue française petit à petit au fil des années? En Iran de mon enfance, la France était un peu comme le porte-drapeau d'une culture, d'une civilisation qui est celle de l'Occident. Et il était très apprécié, tout ce qui émanait de la France. Et donc, certes, cette langue avait une importance pour moi, mais à l'école, c'était la langue anglaise que j'ai appris. Et ensuite, la photographie. C'était les deux que je suivais. Et comme je suis devenu un artiste activiste par mes photographies, dès le bas âge, à partir de 16 ans, j'ai commencé à publier un journal au lycée qui a valu mon arrestation à l'âge de 16 ans. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser la photographie comme un élément, je dirais, activiste, politique ou manifeste, en photographiant ce qui s'est passé en Iran, qui était complètement en décalage avec ce que le régime il voulait montrer. Je photographiais la souffrance humaine, la pauvreté, et le seul moyen, comme il n'y avait pas du tout de médias
à ce moment-là, pour moi, c'était de faire des expositions sauvages. C'est-à-dire, la nuit, aller coller mes photographies sur les, disons, murs de l'université. Et ça, c'était devenu le seul, je dirais, pour les gens, le seul moyen de comprendre ce qui se passe ailleurs dans le pays. En tant qu'étudiant architecte, j'avais le moyen de voyager et photographier, toujours sous prétexte que ce sont les photos d'architecture que j'ai fait. Parce que même ça, un étudiant avec un appareil photographique, c'était toujours suspect aux yeux de l'autorité. Et finalement, ils m'ont trouvé, ils m'ont arrêté à l'âge de 22 ans. Et j'étais condamné à 3 ans de prison. Dont les 5 premiers mois dans une petite cellule seule, interrogé, torturé constamment, 24 heures sur 24, parce qu'ils ne croyaient pas qu'un seul garçon de 19-20 ans, il a cette idée d'aller faire des photos, apprendre la photographie, faire des photos de tout ça, imprimer, et faire les expos. Ils croyaient que je suis juste le petit colleur d'affiches. Donc ils me torturaient. Que vous faisiez partie de quelque chose de plus gros. Oui, ils cherchaient qui sont les gens, ils me torturaient. Et finalement, ils ont compris que tout ça, ça venait de moi. Et le jour après 5 mois, quand je suis rentré dans la prison, au public, où il y avait, imaginez, 5000 prisonniers, où ils étaient tous des François Truffaut et Victor Hugo, enfin je ne sais pas, de tous ces gens que je connaissais, les grands écrivains, les poètes, tous étaient là-bas. Et il y avait quelques livres aussi. Et moi, je suis très attiré pour lire des livres. Donc, je suis allé demander dans une des cellules où il y avait tous les livres, en disant, est-ce que je peux avoir des livres? Ils ont dit, non, non, non. Il y a 5000 personnes, il y a 150 livres, et tous ces livres, ils sont répertoriés heure par heure pour que les gens ils lisent et ils passent à l'autre. D'accord. Je dis, ok, mais quand? Et il me dit, le prochain livre qui va être prêt, c'est dans 3 mois. Je dis, mais attendez, il n'y a rien ici, là, aucun. Et il me montre un livre qui dit, écoutez, il y a un livre, je me souviens, il y avait une couverture bleue, et que personne ne lit. On ne sait pas ce que c'est. Je dis, je prends. Et quand je le prends, je vois que c'est le livre français pour les étrangers. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faisait là? Un signe. Quelqu'un avait dû emmener l'échelle là-bas. Donc j'ai dit, je le prends. Je prends et je commence à déchiffrer par l'anglais. Mais déjà, la première phrase, c'était Q-U-I-E-S-T-C-A. Qu'est-ce que c'est? Mais c'était impensable de prononcer ça. Donc je passe beaucoup de temps, je regarde, il y a des photos, il y a des histoires qui racontent le voyage en France, Hélène et sa famille qui voyagent dans les montagnes de Alpes. Enfin, tout ça, c'est passionnant, mais j'arrive pas à déchiffrer la langue. Jusqu'à un moment, un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, dans le 19e cellule, parce qu'il y avait 22, je crois, il y a un petit dictionnaire que personne ne regarde. Je crois que c'est un dictionnaire français. Je cours, je le prends, c'est un petit Larousse de 1900. Génial. Et comme ça, le lisant, finalement, j'arrive à comprendre que la première phrase de ce livre, c'est « Qu'est-ce que c'est ?» Et je prononce, et la réponse, c'était « C'est un crayon ». Il y avait la photo d'un crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Et ainsi, je commence à apprendre le français avec ce livre qui s'appelle Mauger, M-A-U-G-E-R. C'est une méthode. Et ce petit Larousse, pendant 3 ans, je vais apprendre le français. Pendant les 3 ans que vous avez passé en prison, vous aviez le droit d'utiliser ce livre autant que vous vouliez, puisque personne d'autre... personne, donc c'est devenu mon livre. Et
15 jours après, je suis en train de lire, il y a des nouveaux prisonniers qui arrivent, et il y en a un qui vient me voir, il dit, j'ai entendu que vous parlez le français, enfin vous êtes bien, est-ce que vous pouvez m'enseigner? Je dis bien sûr, asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Ah, c'est super. Et à la fin, j'ai 32 élèves de français. Je suis en train d'apprendre le mot G1. Je demande à ma famille d'emmener d'autres livres. Moi j'ai 2, moi j'ai 3, moi j'ai 4. J'apprends tous les subjonctifs, imparfaits, tout ça. Et ensuite, je demande des livres en français. Et, et la famille emmène, je sais pas, une vingtaine, mais comme les prisons, comment dirais-je, ils trient pour donner les livres Mhm. qui correspondent aux gens qui sont un peu politiques ou autres. Donc, le livre qu'ils acceptent, un, c'est Le Petit Prince, parce que les gens de prison, enfin l'autorité en pensant que comme je suis anti-monarchie, en lisant une histoire sur les princes, je peux devenir monarchiste. Oui. C'est vérité. Hein. Ensuite, ils acceptent le livre Les Misérables en disant, comme ça, il va lire qu'il y a même Les Misérables en France et qu'il arrête de montrer Les Misérables en Iran. Ah, pour avoir une image un peu moins idéalisée de Voilà, la voilà. France. Ok. Finalement, je lis ça 5 fois, enfin tous ces livres, et je reçois 2 autres livres. Un, c'est Le Père Goriot, Mhm. Un classique. et un autre, c'était L'Histoire de Napoléon. Donc ça devient les livres que je lis et j'apprends. C'est comme ça que j'ai appris le français. C'est incroyable parce que vous avez été votre propre professeur en fait. Vous n'avez pas eu à part les livres, Personne. personne pour vous Voilà, enseigner. voilà. Et ensuite, ça suivit, et finalement, voilà, aujourd'hui, je me trouve en France. Si ce livre Moget français, c'était apprendre japonais, je ne sais pas où j'étais aujourd'hui. Ah, Ouais, l'effet papillon en fait, le livre voilà, qui a la vie est comme ça. La ouvert vie, les c'est, portes. enfin, notre vie, c'est ce que j'ai appris. C'est fait par les toutes petites Oui. hasards qui ne sont pas des hasards. Mhm. Des petits rencontres que finalement, complètement, ils changent notre itinéraire dans la vie complet. Et c'est ainsi, c'est un bon exemple de dire comment. Mais après, c'est ici en France que, en rencontrant surtout ma moitié, ma meilleure moitié, Rachel, qui est écrivaine, euh, j'ai appris à penser, j'ai appris à aimer la musique de cette langue. Et c'est comme ça que je continue, c'est-à-dire même apprendre cette langue, et apprendre la poésie de cette langue, il m'aide de raconter ma photographie visuellement. Ça a une influence, ma vision poétique de l'image. C'est très beau. Et aujourd'hui, alors on m'a dit que vous parliez plusieurs langues, donc pas seulement le français, mais que vous parliez de nombreuses langues. Lesquelles? Euh, oui, le persan, français, anglais, un peu italien, azerbaïdjanais, turc, un peu arabe, aussi plusieurs langues d'Asie centrale, comme les langues ouzbek, kazakh, comme je travaille beaucoup dans cette région, les Ouïghours. Donc, pour moi, chaque langue, c'est comme une fenêtre vers un paysage intérieur. Ouais, Mhm. chaque langue, c'est une connaissance d'une autre culture. Donc, plus on apprend les langues, plus on a accès aux cultures de ces langues. C'est pas juste des mots. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en réalité, au fond, la langue que je maîtrise le plus, c'est la langue des émotions humaines. C'est avec ça que, quand on regarde un visage, quand euh, on est devant un paysage, c'est comme si, comme chaque être humain pour moi, c'est un être sacré, c'est une image du monde sacré. Et c'est ainsi que
parler cette langue, raconter dans cette langue qui est compréhensible presque par tout le monde. J'arrive à créer ce lien entre les êtres humains, entre les cultures, entre l'humanité, avec mes photographies. Oui, parce que justement, dans votre travail, on n'a pas vraiment encore parlé, mais vous avez travaillé dans des zones qu'on appelle des zones à risque, des zones de guerre, de conflit, dans des camps de réfugiés aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a particulièrement marqué? C'est très difficile de choisir Oui. parce que chaque rencontre, c'est comme un miroir vers l'humanité. Vous voyez, chaque être, c'est comme si c'était un miroir vers l'humanité que on rencontre toutes ces histoires. Ils sont inoubliables. J'ai 2 500 000 photographies dans mes archives. Et ces 2 500 000, c'est quelque part notre histoire, l'histoire de l'humanité de ces 45 dernières années dans plus de centaines de pays du Mhm. monde. Mais il y a peut-être que euh, un des moments où je me souviens plus, ou par rapport à ce que vous me dites, c'était un jour dans la ville de Sarajevo qui était assiégée complètement par le groupe serbe et qu'ils tiraient des francs-tireurs surtout de partout. Il y avait des explosions. Presque personne ne sortait sauf les photographes ou les caméramans ou les médics. Vous voyez, c'était Mhm. vraiment ça. Et un jour, dans cette ruelle, euh, je me suis trouvé face à face à une petite fille de 9 10 ans, je sais pas, qui était adossée contre un mur, mais d'une attitude très... je ne peux pas exprimer comment. Il faut voir la photo pour voir son attitude et son regard. Et quand je les photographie, je suis étonné qu'elle est là au milieu de guerre. Et je me rends compte qu'à côté d'elle, il y a un petit tabouret. Et sur le tabouret, il y a quelques poupées. Donc je me rapproche d'elle après avoir fait la photo. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Il dit, ma grand-mère, que j'aime beaucoup, n'a pas mangé depuis 4 jours. Et je me suis dit, en cachette, si je vends mes poupées, je peux acheter du pain pour ma grand-mère. Et c'est ce moment où, quelque part, ce que j'ai appris dans toutes les guerres, dans tous ces moments de souffrance de l'humanité, la grandeur de l'esprit de résistance humaine. C'est là où on se rend compte combien l'être humain est grand, combien l'humanité est grande. C'est très fort, cette anecdote. Et justement, dans votre travail, donc vous faites vous-même de la photographie, mais vous l'enseignez aussi. Vous travaillez parfois avec des jeunes à qui justement vous enseignez cette langue des images. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette transmission? Pour moi, transmettre, c'est comme semer les graines de regard. Euh, Certes, je les enseigne la photographie, mais c'est pas parce qu'ils deviennent que photographes. Je les enseigne pour qu'elles deviennent des témoins de leur temps. Parce que un jeune ou un enfant qui a appris à raconter son histoire avec l'image peut changer le monde. Il a cette capacité. C'est cette fameuse phrase de Victor Hugo qui dit que construire une école, c'est fermer une prison. Mhm. Ouais. Et moi, en donnant des appareils photo à ces jeunes, c'est, je les offre une école du cœur. Enfin. C'est très très beau.
Justement, dans cette langue des images que vous parlez, est-ce que vous pensez que c'est absolument vrai l'adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas exprimer par les mots et qu'une image seule peut réussir à exprimer? On dit que une photo vaut 1000 mots, mais pour moi, pour atteindre, euh, faire cette photo, il faut presque 100 000 mots De de réflexion réflexion, de derrière. préparation Mhm. et tout ça. Parce que une photographie, quelque part, c'est le silence d'un moment. Et c'est ce silence de ce moment qui est important dans la photographie. Parce que cette émotion que moi je mets dans mes photographies, qui vient de l'émotion que je sentis moi-même sur place, et quelque part, j'arrive à transmettre cette émotion. Et cette émotion, ensuite, dans celui qui regarde, emmène une réflexion. Et après, les réflexions emmènent des actions. Vous voyez, c'est comme ça que la différence entre la photographie et les mots, parce que les mots expliquent, mais la photographie fait ressentir. C'est ça Mhm. la différence. Je ne sais pas si c'est Proust qui disait que le, la véritable découverte des paysages nouveaux, c'est pas le véritable voyage, ce n'est pas découvrir les paysages nouveaux, mais c'est d'avoir des nouveaux yeux, De les voir à travers un un regard nouveau nouveau. regard. La photographie, c'est ce regard nouveau qui va nous aider à transformer la réalité en conscience. Et dans votre travail, donc vous parlez de la photographie avec beaucoup d'émotion, d'humanité, et vous essayez donc de transmettre, on va dire, des qualités très profondes et très humaines aux photos. Est-ce que vous pensez malgré tout que le métier de photographe est un petit peu en danger aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe avec l'IA? Le photographe n'est pas en danger. Ce qui est en danger, c'est la vérité. Ouais. Mhm. Parce que l'intelligence artificielle peut créer la lumière, peut créer le beau, mais il ne peut pas créer le vrai. Mhm. C'est ça la différence. Oui, Ouais. oui, complètement. Ce qui est vrai, c'est beau, et ce qui est beau, c'est vrai. Je ne sais pas c'est quel poète qui disait ça. Je sais pas. Voilà, c'est un poète qui dit ça, ce qui est vrai, c'est beau, et ce qui est beau est vrai. Et l'intelligence artificielle peut créer le beau, mais ne pas créer le vrai. Mhm. D'où l'importance de photographe, de celui qui crée, parce que l'intelligence artificielle, même s'il crée la lumière, il ne peut pas créer aimer. Oui, oui, oui. J'ai une dernière question. Vous parliez du fait que la photographie, c'est un petit peu un langage universel et qui permet justement de montrer la vérité et de rassembler un peu l'humanité et voilà, d'ouvrir les yeux sur une vérité. Aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a jamais eu accès à autant d'images, où on n'a jamais reçu autant d'images, et pour autant, on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi divisé et même aussi égoïste. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est mon ressenti aujourd'hui, mais comment expliquer le fait que malgré les images qu'on voit, auxquelles on n'avait peut-être pas accès précédemment, on est justement dans cette phase de division et d'égoïsme. C'est vrai que on a multiplié les écrans. Mhm. C'est vrai on est connecté, mais on est seul. Oui, Ouais, oui, oui. complètement. Donc, euh, le vrai mal, c'est l'absence de pensée.
Ça, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, ces images nous empêchent de penser, nous empêchent de réfléchir. Par contre, ils emmènent à consommer Oui, complètement. oui, oui. Donc, nous sommes rentrés quelque part dans une nouvelle guerre, qui est la guerre entre l'humanité, la raison, et la consommation, et ne pas penser. Parce que le mal, comme on dit, c'est absence de pensée. Mhm. Et c'est à nous, de nouveau, presque d'inventer cette lenteur de regard. C'est à nous, de nouveau, de savoir regarder autrement. Et le travail de photographe aujourd'hui, ça consiste à ça, de faire réfléchir les gens, de faire penser, parce qu'il y a une vraie différence entre créer image, c'est ce que beaucoup de gens y font avec leur Mhm. constamment. On fait des milliards par jour. Mais une photographie, c'est autre chose. C'est comme euh, aujourd'hui, on vend 1 million de pinceaux de peinture par jour dans le monde. Mais le fait d'augmentation de ce nombre de pinceaux de peinture n'a pas donné naissance ni au nouveau Picasso, ni au nouveau Van Gogh. Ouais. Aujourd'hui, presque tout le monde a un stylo dans le poche. Presque. De 7 milliards ou quelques. Peut-être la moitié, ils ont des stylos. Mais augmentation de ce nombre de stylos n'a pas augmenté le nombre de Hemingway et Balzac. Donc, l'outil est une chose, création, c'est une autre chose. Et donc, peu importe, plus il y a des gens qui ont la possibilité de faire la photo, mieux c'est parce qu'ils commencent à apprendre cette langue. Mhm. Vous voyez, c'est ça, quand je dis que la photographie, c'est un langage universel qui utilise la lumière et qui parle par la lumière pour de créer la poésie ou autre chose. C'est, je suis de plus en plus euh, de convaincu que plus il y a des gens qui photographient, c'est un peu comme si plus il y a des gens lettrés dans le monde. Mhm. Ouais, c'est ça c'est presque, je mène comme une bataille de que les gens, ils apprennent plus la photographie S'éduquer à pour l'image. s'éduquer à l'image Mhm. et comprendre parce que notre histoire moderne, c'est, ça va écrire par l'image. Est-ce que ça vous inquiète si on oppose la photographie qui est plus lente, qui amène plus à la réflexion, est-ce que ça vous inquiète ce côté format vidéo très court, très rapide, où justement on a l'impression qu'on réfléchit à notre place quand on consomme ce genre de contenu? Comment dirais-je, un couteau, on peut aussi bien couper les fruits pour bien manger, ou on peut tuer quelqu'un aussi avec. On est dans le même monde aujourd'hui. Les images, les vidéos, ils peuvent très bien devenir une forme de euh, culture générale, une forme d'apprentissage général, ou devenir beaucoup je dirais, je sais pas quel mot utiliser, le garbage, Les déchets. des Ouais. déchets qui est créé pour attirer tel ou tel, pour monter telle ou telle audience. Mais ça, c'est la même bataille qui a toujours existé entre le mal et le bien. Notre monde, notre vie, on a toujours été dans cette bataille constamment, et ce sont les outils. Une fois, c'est la poésie aussi, l'écriture. Aujourd'hui, c'est l'image et les mercantilisations de tout ça aussi. Oh, ce sera intéressant de voir comment l'humanité va évoluer. Pour terminer, j'ai deux petites questions que je pose toujours aux invités. La première, c'est est-ce que vous avez un mot ou une expression préférée en français? Alors, c'est une langue tellement riche que c'est difficile Ouais, je suis de... curieuse de savoir ce que vous allez dire. Le mot qui me vient, c'est l'espérance. Parce que
c'est un mot qui s'élève, c'est un mot qui respire, c'est un mot qui ouvre le chemin vers l'avenir constamment. Ouais, ouais. C'est pour ça que pour moi, ce mot, c'est un des mots qui m'est venu à l'idée, qui est de préférence, parce que euh, c'est c'est ce qui fait, disons, continuer à vivre, même dans les moments les plus difficiles que j'ai vécu, des centaines de moments où j'ai cru que le monde est fini pour moi, que, que, je, que je vais mourir, ouais, j'ai passé ce genre de moments, et chaque fois, c'est ce mot, l'espérance, vers un avenir meilleur. Et que, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je continue à photographier. Je suis un vrai pacifiste. Mais je choisis le champ de bataille pour montrer la souffrance humaine, pour qu'il emmène une espérance vers l'avenir de l'humanité. Et j'en suis persuadé que l'avenir de l'humanité améliore de plus Ouais, en ça fait plus. du bien à entendre en tout cas. Vous êtes, malgré tout, vous restez optimiste. Très, absolument, résolument, Résolument peut-être optimiste. naïvement, mais optimiste. Ah, ça, on ne sait pas. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez une recommandation culturelle à partager aux auditeurs du podcast qui apprennent le français? Donc un film, une série, un livre, un artiste? Euh, lisez. C'est ça que... regardez. Lisez Rumi, lisez Dostoïevski, Tolstoï, Victor Hugo, Balzac, Rimbaud, enfin tout ça. Regardez les films. Bah, surtout, sortez. Surtout, sortez et allez regarder les nouveaux visages. Regardez les êtres humains. Ayez connaissance des autres. Parce que chaque être, c'est comme une fenêtre ouverte vers toute l'humanité. Et c'est ainsi qu'en apprenant ces contacts et en lisant ce que ces êtres nous ont emmenés, c'est comme presque un devoir moral. Voyez, pour moi, c'est un devoir moral. Lire, regarder et rencontrer les nouveaux êtres. C'est une très belle vision, de rester curieux. Bah, je vous remercie beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.